Alors, je vais couper ma caméra et basculer sur la présentation du Challenge 2. Et de manière un peu plus focalisée, c'est expliquer comment le site clermontois a participé à la genèse des navettes autonomes que l'on voit un peu fleurir un peu partout dans le monde. Est-ce que ma présentation est visible? Oui. Oui. Donc voilà, c'est effectivement ce que je viens d'expliquer. On va parler de la contribution du site universitaire clermontois pour la genèse des navettes autonomes. Alors, effectivement, cela s'inscrit dans le Challenge 2, qui est Système et services innovants pour les transports et la production, qui est donc un des thèmes centraux scientifiques du projet CAP25 dont Frédéric vient de parler. Alors, pourquoi avoir travaillé à Clermont-Ferrand sur la notion de navette autonome? Alors, c'est quelque chose qui a débuté il y a très longtemps, donc il y a plus de 20 ans, que l'Institut Pascal travaille avec les grands groupes industriels que sont Renault, PSA, Daimler-Benz pour développer ce qu'on appelle des aides à la conduite autonome. Donc, des aides à la conduite. Donc, ici, vous avez des exemples où on suivait les lignes blanches, où on arrivait à détecter la distance des véhicules qui précèdent. Donc, c'est des choses qui maintenant, depuis ce temps, est présent dans les véhicules que l'on trouve sur le marché. Alors, dans les années 2000 également, l'Institut Pascal a voulu se doter d'une plateforme, donc c'est la plateforme PAVIN, pour les véhicules, plateforme auvergnate pour les véhicules intelligents, qui est une mini-ville avec des ronds-points, des feux tricolores, des passages piétons, où on peut tester donc les véhicules autonomes. Alors c'est quelque chose qui était très intéressant puisque ça permettait d'avoir une vitrine expérimentale commune aux gens qui travaillaient sur la vision artificielle, sur la fusion multisensorielle et la commande de robots. Alors Patrick Oliva, je ne vais pas m'étendre très longtemps, a déjà abordé ces problèmes de congestion urbaine, de production de gaz à effet de serre avec un réchauffement climatique à la clé, et puis également la notion d'accidentologie où effectivement l'homme est encore le maillon faible au niveau de la circulation automobile. Donc c'est les thèmes, puisque étant laboratoire de recherche publique, il faut essayer de motiver nos thèmes de recherche, et on avait donc dans ces années-là de bonnes raisons de s'attaquer à ce problème-là. Alors l'idée, c'est de voir comment on peut tendre vers l'autonomie pour essayer de résoudre un petit peu ces problèmes. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour tendre vers le véhicule autonome, alors j'ai une belle illustration là qui est très futuriste et qui peut-être expliquera ce que sera l'automobile dans quelques dizaines d'années, où on a plus du tout on a une absence totale de poste de pilotage et on a un véritable salon mobile ou potentiellement un bureau roulant. Alors, au niveau donc du véhicule autonome, on en entend beaucoup parler. Alors, on a entendu beaucoup parler il y a quelques années. C'est un petit peu moins vrai maintenant parce qu'il y a eu effectivement un peu un retour en arrière. On aura peut-être l'occasion d'en parler pendant les questions. A été proposée finalement une échelle de graduation de l'autonomie qui va de 0 pour un véhicule complètement traditionnel à 5 pour un véhicule qui serait absolument complètement automatisé. On pourrait l'appeler du travail et pourrait venir vous chercher en étant distant de plusieurs kilomètres et repartir avec vous à bord en train de travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement futuriste et que je vois arriver dans plusieurs dizaines d'années. Et puis, entre les deux, on a des choses qui sont intermédiaires et que l'on trouve déjà dans certains véhicules sur le commerce, comme par exemple la régulation automatique. On est plutôt au niveau 2, où ce système-là vous permet de rester dans votre voie de roulement, de réguler la vitesse par rapport au véhicule qui vous précède. Niveau 3, on va partir sur quelque chose qui est un peu plus conséquent, qui est le parc assist, par exemple, où on est capable de faire garer un véhicule, de faire un créneau automatique, et c'est le véhicule qui surveille effectivement qu'il n'y a pas finalement un piéton sur la place de parking que vous voulez prendre. Et puis, on va tendre vers l'automatisation niveau 4 que l'on voit poindre chez certains constructeurs, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche que je vais qualifier d'incrémentale. C'est l'approche qui est suivie, je dirais, par
les grands constructeurs automobiles. Et l'idée, c'est d'arriver à des systèmes d'aide à la conduite, les fameux ADAS, qui vont devenir de plus en plus sophistiqués et tendre pas à pas vers l'autonomie. Vous avez ici une Audi haut de gamme et vous voyez déjà l'ensemble des capteurs qu'elle peut embarquer avec des caméras thermiques, des caméras frontales, des barrières ultrasons, des radars, des lidars. Donc c'est quelque chose qui fait qu'un véhicule maintenant est extrêmement sophistiqué avec énormément de capteurs pour justement essayer de tendre vers cette autonomie. Donc on est là sur la démarche incrémentale des constructeurs. Et vous avez ici quelques vidéos qui montrent ce qu'on sait faire. Donc en haut, un institut parisien avec lequel on collabore, qui est l'Institut VDECOM, où on voit ici un véhicule en centre-ville qui est capable, donc, à vitesse lente, de s'insérer dans le trafic et de suivre ce trafic. La deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le valet de parking. C'est développé par Valeo. C'est quelque chose qui permet à un véhicule vraiment d'aller se garer. Donc, on arrive devant son lieu de travail et le véhicule rentre seul dans un parking, va se déplacer. Alors, bien entendu, le parking est équipé de certains capteurs et le véhicule va se débrouiller pour aller se garer. Et à la fin de votre travail, vous allez le rappeler. Donc, ça, c'est des technologies qui sont en train d'être mises au point. Et le dernier scénario, là, on bascule effectivement dans le niveau que j'ai indiqué tout à l'heure de 4. C'est une expérimentation qui a été faite par la société Citroën, où ils ont relié en mode complètement autonome Paris à Bordeaux à l'aide d'un véhicule équipé d'un système de conduite autonome. Donc voilà où on en est. Mais encore une fois, on n'est pas arrivé à ce fameux niveau 5, même chez les constructeurs. Alors, de manière parallèle, a été suivi par certains acteurs, et entre autres au départ les laboratoires universitaires, je vais y revenir, l'idée de dire on va partir déjà d'une volonté de ne plus avoir de poste de conduite et de faire un véhicule qui sera effectivement un robot. Et puis maintenant, on voit passer finalement ces soucis, ces développements dans le domaine du socio-économique, avec des sociétés comme Uber qui aimeraient faire des taxis autonomes, Waymo, qui est finalement Google. On voit que ces grands GAFA américains se sont mobilisés autour de la notion de robot autonome. Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est soit des navettes autonomes, et vous avez en exemple en haut la fameuse navette EasyTen, qui a été en partie développée à Clermont-Ferrand, qui est produite à Vichy par les automobiles Ligier, et puis Navia, qui est une société lyonnaise qui développe ces navettes autonomes. Donc en gros, la région Auvergne-Rhône-Alpes est fort bien dotée, puisque je dirais que les 2 navettistes peut-être les plus avancés au monde sont en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on retrouve après les fameux robotaxis dont j'ai parlé tout à l'heure, avec donc un robotaxi développé par Navia, et puis Google Waymo que j'ai évoqué. Alors, je vais vous raconter donc la participation du site auvergnat à la genèse de cette navette autonome. Alors, pour faire un véhicule autonome, finalement, on a besoin de 3 grandes fonctionnalités. On doit savoir où est le véhicule, pour savoir si on est sur la chaussée, sur un trottoir, dans un parking. On doit être capable de commander ce véhicule pour lui faire respecter des consignes d'accélération, de freinage, de suivre une trajectoire. Et on a besoin, bien entendu, d'interpréter l'environnement pour savoir quels sont les dangers potentiels, aussi bien pour le véhicule que pour les vulnérables qui sont proches de lui. Alors, je vais focaliser d'abord sur la notion de localisation. Alors, dans les années 2003-2004, on a voulu innover en disant, mais avec une caméra vidéo, finalement, un conducteur lambda, il utilise ses propres yeux pour savoir naviguer. Donc, on a voulu relever le défi de dire, on prend une caméra vidéo, on enregistre des vidéos, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? En fin de compte, on peut s'apercevoir d'un point de vue mathématique que tout est contraint. C'est-à-dire que les petites pyramides que vous avez là, ça représente les caméras vidéo, puisque finalement, une caméra vidéo, c'est la notion de projection centrale, la fameuse boîte noire que vous avez illustrée en haut à gauche. Donc, on a ces projections centrales, et si on observe des points de l'environnement, finalement, tout est contraint. C'est-à-dire que vous devez avoir des rayons optiques qui sont cohérents entre les points 3D et l'observation de ces amers visuels dans les images.
Et donc, on a relevé ce défi et on obtient ce type de résultat. Donc, à partir de la séquence vidéo que vous avez là, on retrouve donc la trajectoire qui est représentée ici par ces petits carrés noirs. C'est la position successive des caméras d'espace. Et puis, tous les points bleus, c'est des points 3D qui ont été reconstruits. Alors, ça, c'est une gageure qu'on a relevée dans les années 2000-2005. Comment ça peut être utilisé pour faire un robot autonome? Finalement, ça se sépare en deux parties, un traitement en ligne, un processus temps réel en ligne. Donc, dans un premier temps, on va conduire manuellement le véhicule, on va enregistrer une séquence vidéo, un peu comme un magnétophone, pardon. Et puis après, une fois que l'on va utiliser le véhicule en temps réel, il va comparer l'image courante avec la base que l'on a pu constituer et on va avoir suffisamment d'informations pour faire une localisation temps réel. Et ça se traduit par ce résultat-là où vous avez donc le carré jaune qui représente la position instantanée du robot avec un trait jaune, j'espère que la résolution vous permet de le voir, qui est à l'avant, qui est la trajectoire, la direction d'avancement du véhicule. Et puis on voit que dans le virage, il n'a pas tout à fait respecté sa trajectoire, on le ramène sur la trajectoire. Donc à partir de ça, on est capable de contrôler un véhicule. Donc ça nous a permis dans les années 2008 d'aller rencontrer les automobiles Ligier. Alors je ne vous cache pas que lors des premières rencontres, ils nous ont pris un petit peu pour des fous en disant mais nous on est fabricant de voiturettes, on n'est pas fabricant de navettes autonomes. Mais on a réussi à mettre sur pied ensemble un projet qui s'appelait VIPA pour véhicule individuel public autonome, qui avait pour but de mettre au point un petit véhicule électrique qui allait travailler à vitesse réduite, entre 5 et 20 km/h, sur des distances relativement courtes, en conduite autonome, avec bien entendu une énergie propre, donc comme véhicule électrique, et puis en toute sécurité. Alors ça, c'était vraiment la notion initiale, et le but, c'est de travailler, je dirais, sur des sites protégés, sites industriels, parcs d'attractions, aéroports, gares. Finalement, voilà les cibles de ce type de navette. Alors, ce projet-là a été présenté de manière statique au Salon de l'Auto en 2010. Il a été présenté au Challenge Bibendum à Berlin en 2011, et vous l'avez là de façon opérationnelle sur le Tempelhof en Allemagne, à Berlin. Il a été après testé pendant 6 mois donc au CHU Estin à Clermont-Ferrand, et vous voyez déjà que le véhicule a un petit peu évolué avec des capteurs aux 4 coins pour assurer de manière plus évidente la sécurité. Et puis il a encore évolué, et vous avez ici la version finale, le Z10, qui est commercialisé aujourd'hui, fabriqué à Vichy, et qui était présenté ici donc au Challenge Bibendum à Chengdu en 2014. Alors, on peut finalement tirer un peu des conclusions. On voit que le temps de l'innovation, passer d'une idée originale à un produit, il faut plus de 10 ans, puisque la première thèse a démarré en 2003 au laboratoire, et on est arrivé à un produit commercialisé en 2015. Alors, bien entendu, on a continué à travailler sur ces sujets-là. Actuellement, il y a des thèses menées autour de ces sujets. La première concerne la commande. Et on a voulu, bien entendu, comme ces véhicules sont appelés à naviguer potentiellement dans des endroits relativement restreints, quand on parle de sites industriels, de choses comme ça, il n'y a pas forcément énormément de place. Et on voit qu'avec les 2 trains directeurs, comme il a été conçu dès le départ, on est capable de naviguer dans des ruelles relativement étroites. Donc là, c'est notre mini-ville, qui n'était pas du tout prévu pour des véhicules de cette taille. L'emprise au sol de ce véhicule, c'est à peu près une Golf Volkswagen. Donc, on a quelque chose qui nous permet quand même de fonctionner dans ces environnements étroits. La deuxième point sur lequel on a travaillé, c'est effectivement l'évitement d'obstacles. Donc, on voit ici des expérimentations où on arrive à éviter un véhicule, et puis la notion de marche en convoi. Ça, c'est peut-être pour une autre utilisation des navettes autonomes où on pourrait faire que le premier véhicule soit conduit manuellement, parce qu'on a un problème pour l'instant, je pourrais y revenir tout à l'heure, c'est la Convention de Vienne qui s'applique, et il faut à tout prix qu'il y ait
une personne responsable de la sécurité dans un véhicule. Donc on pourrait imaginer que le premier soit conduit manuellement et les autres soient accrochés de manière immatérielle pour constituer des trains de véhicules et pour circuler en ville. Et puis le dernier point sur lequel finalement tout le monde se focalise, c'est vrai pour les grands constructeurs comme les laboratoires de recherche, c'est la notion d'interprétation de l'environnement. Alors, bien entendu, on fait appel pour cela à l'intelligence artificielle. C'est les fameux réseaux de neurones. Alors, ces réseaux de neurones, finalement, c'est des programmes informatiques que l'on entraîne à partir de bases de données. Donc, vous avez ici une base de données représentée où il y a des images de pommes, de poires, de tomates et puis d'animaux. Après avoir appris, fait tourner une phase d'apprentissage sur ces réseaux, on est capable de les utiliser en ligne et à ce moment-là, ils ne sont pas très consommateurs d'énergie. Et si on met une nouvelle image en entrée, il est capable de vous dire « vous êtes en train de me montrer une pomme ». Alors, comment utiliser ça? Alors, c'est quelque chose qui a fait énormément de progrès dans les années qui viennent de s'écouler. Déjà parce que l'informatique et je dirais les cartes GPU qui sont au départ conçues pour des jeux vidéo s'adaptent parfaitement à l'utilisation des réseaux de neurones. Et puis le fait que l'on a à disposition maintenant des bases d'images, mais qui se chiffrent en millions d'images qui ont été annotées. On sait si on observe un chien, un chat, une voiture, une roue, une chaise, une table. Donc on peut utiliser ça pour entraîner des réseaux de neurones. Alors, dans le contexte du véhicule autonome, vous avez ici un résultat obtenu au laboratoire où on voulait simplement introduire de la sémantique et ce réseau de neurones finalement qualifie chacun des pixels de l'image. Si c'est en rose, c'est un point qui pour lui appartient à un trottoir. Si c'est en bleu, c'est un véhicule. Si c'est en rouge, c'est un piéton. Si c'est en vert, c'est de la végétation. Et on voit que finalement, ce réseau de neurones s'en sort relativement bien. Et donc, bien entendu, si par exemple on veut assurer la sécurité du véhicule autonome par rapport à d'autres véhicules ou par rapport à des piétons, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, un deuxième exemple peut-être un peu plus concret, où vous avez donc en haut, c'est un réseau de neurones qui en haut détecte des boîtes englobantes de véhicules, et puis en bas, vous avez finalement la position 3D de ce véhicule qui est directement estimée. C'est des parallélépipèdes englobants qui vous donnent finalement la position relative de ce véhicule par rapport donc, au véhicule que l'on pilote. Et donc, ça permet effectivement d'assurer la sécurité de cette manière-là. Alors, en conclusion, ce que je vais dire, et je vais respecter à peu près le temps qui m'était alloué, c'est qu'au niveau de la technologie de guidage, on peut dire qu'aujourd'hui, utiliser une simple caméra vidéo pour guider un véhicule ou un robot, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Alors ça peut être bien entendu dédié aux navettes autonomes, mais ça peut être un robot mobile dans les entreprises pour déplacer des palettes, ou ça peut être utilisé dans le domaine de l'agrotechnologie pour déplacer, je dirais, un véhicule agricole. Au niveau des navettes autonomes, si je focalise là-dessus, on voit que la technologie est mûre. Il y a des déploiements dans le monde actuel, que ce soit la société EasyMile, donc avec des navettes fabriquées à Vichy, ou Navia. Ils ont produit à ce jour à peu près une centaine de navettes. Elles sont partout en exploitation dans le monde. Par contre, il y a une législation qui doit être impérativement changée parce que le modèle économique n'est pas bon pour l'instant parce que la Convention de Vienne impose qu'il y ait un groom à bord. Donc finalement, c'est comme si on avait un chauffeur. Donc on ne trouve pas le modèle économique pour l'instant. Et puis pour les perspectives recherche, pour nous, laboratoires, on a des choses sur la mise à jour des bases de données. On peut avoir des évolutions lentes du contexte, telles que passer de l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc c'est des choses à faire. Et puis quelque chose qui focalise énormément de notre énergie tout de suite, c'est l'évitement d'obstacles dynamiques. Les expériences que je vous ai montrées, c'est un évitement d'obstacles statiques. Passer au dynamique, c'est quelque chose qui, d'un point de vue, je dirais, scientifique, est beaucoup plus grand. Voilà. Je vais en rester là pour la présentation du Challenge 2 et de son apport au niveau donc de la mise au point de navettes autonomes.